Elisabeth Laville, vous êtes la fondatrice du cabinet Utopie. Daphna Mouchenik, vous êtes présidente de Logivitae, entreprise d'aide et d'accompagnement à domicile à Paris. 800 personnes accompagnées, à peu près. Coralie Savin, bienvenue également. Vous êtes la présidente de TBWA Corporate, agence de communication. Bien. Et à côté de vous, je crois que c'est Florence Arnez-Momé, la déléguée générale du CINERPA. Alors, Elisabeth, je commence avec vous. Avant de parler de la charte, disons un mot d'Utopie, qui est née en 1993 pour inciter les entreprises à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à leur stratégie et pour les accompagner dans cette révolution. Est-ce une prise de conscience qui déclenche l'appel à vos services ? Généralement, oui. Bonjour, merci de nous accueillir. Généralement, c'est une prise de conscience, et la prise de conscience, évidemment, elle a varié au fil des 30 ans d'existence d'Utopie, mais on va dire qu'aujourd'hui, le plus souvent, c'est la prise de conscience que ce qu'on appellerait, dans des termes anglo-saxons, le business as usual va pas suffire pour faire face à la radicalité des défis auxquels on est confronté. Et d'une certaine façon, le défi du grand âge, il est pas très éloigné de la radicalité du défi de la crise climatique, par exemple. C'est-à-dire qu'on réalise qu'en fait, ce qu'on a toujours fait sur la crise climatique ne va pas suffire à résoudre le problème du climat. Et donc, il faut que la transformation de la société, la transformation du monde à laquelle on fait face et qu'on doit accompagner, appelle une transformation tout aussi radicale des organisations, de leur fonctionnement, de leur modèle économique, de leur offre. C'est vrai sur le climat, et je pense que c'est vrai aussi sur la question du grand âge. Alors justement, vous travaillez sur une charte d'engagement sectorielle avec le CINERPA. De quoi s'agit-il exactement ? Une charte d'engagement sectoriel, c'est généralement, ça répond à l'objectif que je viens de signaler, c'est la transformation des organisations, des activités, des modèles économiques, mais de manière collective. Nous, on accompagne pas mal de collectifs, de fédérations professionnelles, de la Fédération nationale des travaux publics au commerce du bois, sur des sujets très différents. C'est toujours le même sujet. En général, il y a un sujet de crise sectorielle qui appelle à reconstruire ou à refonder la confiance, un contrat de confiance. Donc, il y a la volonté de transformer, une charte d'engagement, c'est pas juste pour dire ce qu'on fait déjà et dire combien c'est bien. Il peut s'agir pour partie de faire ça, mais c'est quand même pas ça l'objectif principal. L'objectif, c'est comment on veut se transformer pour accompagner la transformation de la société ou du monde. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que on le fait collectivement, parce que d'abord c'est nécessaire pour la réputation d'un secteur souvent, mais parce que c'est plus facile de se transformer ensemble que tout seul. Donc il y a des échanges, de la stimulation, des échanges de bonnes pratiques, de l'orientation, etc. Comme l'objectif c'est de refonder la confiance, c'est extrêmement important d'avoir conscience qu'aujourd'hui les citoyens, les consommateurs, aux attentes desquelles on veut répondre, n'ont pas d'attente que les entreprises soient parfaites. Tout le monde sait qu'elles ne le sont pas, et aujourd'hui quand on regarde les études, on voit que 95% des gens n'attendent pas d'une entreprise qu'elle soit parfaite, ils attendent d'une entreprise qu'elle soit honnête. Honnête sur qu'est-ce qu'elle essaie de faire, où est-ce qu'elle réussit plutôt pas mal, et où est-ce que, pour l'instant, elle échoue, elle a des difficultés, des dilemmes, et avec l'idée qu'à partir du moment où elle est capable d'être transparente sur ces difficultés, ces dilemmes, et qu'elle les partage avec d'autres, d'une certaine façon, il va y avoir une mobilisation collective. Au fond, les difficultés d'une organisation ou d'un acteur, c'est l'ensemble de la société qui est concernée. Vous avez des exemples d'entreprises qui ont fait ça, qui ont dit ce qui n'allait pas, j'en qui ai ont joué plein. La transparence. Aujourd'hui, paradoxalement, les entreprises qui sont les meilleures sur plein de sujets, vous prenez, nous on travaille pas mal dans la mode, des acteurs comme Patagonia ou Veja sur les baskets, sont des gens qui, sur leur site, vous allez sur le site de Veja, il y a une page qui s'appelle « Les limites du projet ». Alors que cette entreprise est considérée comme étant l'une des plus engagées de son secteur, c'est aussi celle qui décrit le plus là où elle échoue, là où elle n'est pas encore à la hauteur des attentes de ses clients, mais aussi de ses propres attentes, de ses propres ambitions, etc. Donc c'est extrêmement important, et quand on parle d'un secteur comme celui du grand âge, où on a un sujet qui est finalement ce que moi j'ai appelé, nous on a pas mal travaillé avec des bailleurs sociaux, on appelait ça le syndrome Obélix. C'est l'idée que comme notre mission est par essence d'utilité, d'intérêt général, on se dit ça suffit en fait à garantir notre bonne volonté. Non, en fait, avoir une finalité sociétale dans l'essence même du secteur, accompagner le grand âge, loger les plus démunis, etc. Ça oblige, au contraire, ça donne une obligation morale encore plus forte à faire progresser en continu ces pratiques et innover pour faire mieux
cette mission d'intérêt général. Deuxièmement, mesurer sa performance. Donc être capable de mesurer et du coup de regarder, y compris des choses qu'on ne mesure pas, c'est pas toujours facile de trouver les bons indicateurs pour mesurer, notamment sur la dimension humaine, etc. Et puis être capable de faire acte de transparence pour refonder la confiance et donc dire là on y arrive, là on n'y arrive pas, et avec une exigence, Florence en a parlé tout à l'heure, de dialogue avec un panel plus large que les acteurs très directement impliqués. Donc ce qu'on appelle en jargon développement durable un peu les parties prenantes. Et certaines entreprises vont jusqu'à intégrer ces parties prenantes dans leur gouvernance. C'est ce qui se passe dans la société à mission, par exemple. On crée un comité de mission avec des parties prenantes externes qui va aider l'entreprise, orienter et guider sa transformation. Alors, comment peut-on être sûr que cette charte ira au-delà des bonnes intentions ? Ouais, c'est le principe d'une charte, c'est qu'en général, vous mettez dedans, d'abord, on essaie de transformer des systèmes complexes, une entreprise, un marché, etc. Donc, on va pas tout mettre, on essaie de cibler des points d'acupuncture, des points d'énergie qui sont capables de transformer le système. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, dans la charte, on met des choses qui sont opposables, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Il y a d'ailleurs souvent dans les chartes non seulement des engagements de pratique à mettre en œuvre, mais aussi un engagement de mesure et un engagement de transparence, de reporting et de dialogue. Donc c'est ça, en fait, qui garantit le garde-fou qui fait qu'on est sûr qu'on va le faire. Et après, les fédérations trouvent des moyens d'embarquer leurs membres pour les aider, les orienter, les guider au départ avec des outils d'accompagnement et puis progressivement, souvent, avec des outils qui sont un peu plus contraignants, qui visent à dire, à un moment, si telle ou telle entreprise n'est pas capable de respecter les engagements de la charte, et vous en parlerez peut-être ensuite sur la société à mission, c'est pareil, la société à mission c'est une qualité juridique qu'on acquiert en mettant une mission dans ses statuts, en publiant des objectifs, etc. et en créant un comité de mission, mais à un moment, on verra dans le temps, si des entreprises ne respectent pas ces obligations, elles perdront la qualité probablement de société à mission. Et donc les fédérations professionnelles peuvent aller jusqu'à, après avoir mis tous les outils d'accompagnement, d'incitation, jusqu'à dire si vous ne respectez pas les engagements de la charte, vous n'êtes plus membre de notre organisation. Donc ça veut dire que dans cette charte, il y aura des engagements à la fois forts et réalistes. Alors, moi je préfère toujours des engagements qui ne sont pas très réalistes, qu'on n'atteint pas, ou pas complètement, ou pas totalement, que des engagements très réalistes qu'on est sûr d'atteindre. Il y a quelques années, Danone avait fixé, Franck Ribou avait fixé des objectifs climat pour son entreprise entre 2008 et 2012. Il avait demandé à ses équipes, qu'est-ce qu'on peut faire raisonnablement ? Ses équipes lui avaient dit, on peut raisonnablement diminuer de 20%. Alors il avait dit, ça m'intéresse pas, je vais annoncer partout qu'on va faire moins 30. Et les équipes lui avaient dit, mais t'es dingue, en fait on ne sait pas comment on va faire. Il avait dit, mais c'est justement ça qui est intéressant, parce qu'au fond, ce que je veux avec ce mouvement-là, c'est pas tellement, évidemment il y a la question climatique, mais c'est comment on se met en situation de se transformer au-delà de ce que nous-mêmes on pense possible. Et on a vu pendant le Covid que souvent ce qu'on pense pas possible, en fait, est parfaitement possible. Exemple, mettre 100% des salariés en télétravail. Alors, ça veut dire que là, concrètement, vous en êtes où de ce travail sur la charte, et quand verra-t-elle le jour? Alors, ça a été dit par Florence tout à l'heure, sur le timing, je pense que Florence a peut-être plus les réponses que moi. Un enjeu et un risque, souvent, c'est que là, on en est à la consultation de parties prenantes externes, pour le dire. Donc, quelles sont les attentes pour bien cibler les points d'acupuncture dont je parlais tout à l'heure? Quels sont ces points qui sont le mieux capables, des points d'énergie qui sont le mieux capables d'activer la transformation du système au-delà de principes généraux que j'ai évoqués, la mesure, la transparence, etc. Et ensuite, le point souvent le plus délicat dans les collectifs, c'est la recherche du consensus. Parce qu'en général, si vous essayez de définir des engagements de manière totalement consensuelle, on transforme pas grand-chose. On écrit juste ce qu'on fait déjà. Mais du coup, ça réussit pas à refonder la confiance. Et par ailleurs, on peut passer des années, des mois, en tout cas facilement, à se mettre d'accord, en général en arrivant au plus petit commun dénominateur. Donc l'enjeu, ça va être évidemment de faire cet exercice-là. Et je ne sais pas sur le délai, Florence, je ne sais pas qu'est-ce qu'on s'est fixé comme, qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif avec le micro, Florence. Ouais. Alors les délais, on y va tout de suite sur les délais. On est en projet à l'automne, mais pour une parution de la charte. Mais il faut c'est exigeant. Il va falloir c'est les parties prenantes externes qui sont auditées, puis des parties prenantes internes, puis ensuite des groupes de travail. Donc on va faire un processus, filant jusque septembre, octobre, et on espère pouvoir sortir la charte en même temps que notre campagne de communication grand public. On en reparlera. Alors, Coralie Savin, en quoi une charte d'engagement comme celle-ci
est-elle un outil pertinent pour regagner la confiance ? Alors, ça suppose d'abord de qualifier cette situation de perte de confiance. D'abord parce que elle est très spécifique. D'une part, on est face à une situation de perte de confiance qui est durable, qui est quasi totale et qui est alimentée de manière répétée et encore ces derniers jours. Après, cette situation, elle est particulière à un autre titre, c'est que bien souvent, une crise, elle peut créer de la perte de confiance, mais elle va toucher des groupes ciblés de personnes et on va éprouver un énorme sentiment d'empathie pour ces personnes. Mais là, finalement, c'est une situation qui vient nous toucher tous au cœur de nos vies. Il y a très peu de personnes dans cette salle qui ne sont pas concernées par nos aînés et par une future situation de dépendance. Et au-delà, elle est encore plus spécifique, cette situation de perte de confiance, parce qu'elle nous renvoie, nous, Français, à nos contradictions. C'est-à-dire qu'elle nous tend, d'une certaine manière, un miroir accusateur. C'est paradoxal, et elle est très paradoxale, parce que, d'une certaine manière, dans la crise de la Covid, on a fait le grand confinement pour protéger nos aînés, mais finalement, cette situation-là vient révéler notre incapacité à nous occuper de nos aînés dépendants. On les a, d'une certaine manière, on les a mis de côté, on les a même invisibilisés plus spécifiquement. Donc alors, quelque part, comment ne pas vous en vouloir, puisque vous venez nous rappeler nos propres limites et nos propres contradictions. D'autant plus qu'on s'inscrit dans une société française post-Covid qui est lasse, qui est morose et qui est en situation de défiance. Donc, à votre question, on a un phénomène d'une ampleur extrêmement forte, bien spécifique. Comment réparer la confiance? On dit toujours, nous, dans notre jargon de communicants, la confiance, ça se perd par litre, ça se gagne au goutte à goutte. Si on veut revenir sur la mécanique, il faut que la confiance, c'est quoi d'abord? C'est une espérance, c'est une volonté de croire en quelqu'un, en quelque chose, en une organisation. À la fin, la confiance, c'est un sentiment. Et c'est un sentiment sans lequel aucune relation n'est possible. Et on se passe, dans votre métier, on se parle de relation, justement, entre des individus. Donc c'est un sentiment qui repose sur 3 critères. Le premier, c'est la sécurité, c'est le fait de pouvoir compter sur, encore une fois, quelqu'un, une organisation comme les vôtres. C'est la transparence, et c'est un point sur lequel vous avez, Florence est revenue, Elisabeth, qui est le gage de crédibilité. Pourquoi je vous fais confiance? Il faut que vous puissiez l'étayer. Et enfin, c'est la cohérence, c'est-à-dire je fais ce que je dis ce que je fais. Et ça aussi, dans les points de progressivité, c'est extrêmement important, ce qu'évoquait Elisabeth. Donc, pour la restaurer, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de montrer que finalement, vous et le grand public, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes en alignement. C'est-à-dire que souvent, dans une situation de crise, nous, communicants, on va la régler en vous disant il faut que vous montriez une extrême empathie. Là, aujourd'hui, le sujet est si profond, il vient nous toucher tellement au cœur qu'il faut absolument montrer que on est sur un même front. On est ensemble sur ce sujet. Et alors, par où commencer pour créer cet alignement? Il faut commencer par la transparence parce que on est dans une France, je le redisais aujourd'hui, qui est en défiance. Donc, on a des Français qui aujourd'hui ont soif de transparence. Alors, justement, que le procès soit ou non injuste, le fait est que les EHPAD sont trop souvent décrits comme des institutions trop peu ouvertes vers l'extérieur. Alors c'est tout le sens de l'opération qui a été menée dans vos établissements il y a 15 jours, là, les 20 et 21 mai, cette opération Maison ouverte, qui vise... Alors certes, vos établissements sont ouverts 365 jours par an, mais là, on avait besoin de réaffirmer publiquement cette démarche d'ouverture, et surtout, c'était pas tant un exercice de communication que finalement de montrer vos établissements avec toutes les parties prenantes qui interviennent, que ce soit en interne comme en externe. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir le capot, d'aller discuter même avec le chef cuisinier et ses équipes, de voir la lingerie, etc. Donc c'était vraiment ouvrir complètement la maison et ce building effectivement opaque. C'était aussi la force du collectif parce que il y a plus de 450 établissements qui étaient ouverts, donc ça c'est aussi un gros marqueur de
votre volonté d'engagement, d'autant que voilà, la crise, elle vous touche, elle touche toute la catégorie, donc maintenant plus personne n'est épargné. Et puis surtout, elle s'est inscrite dans le local, et le local c'est très important pour vous parce que c'est là que se crée la base de la confiance. Après tout, vous êtes un business qui est très local. On va faire confiance moins à une marque que finalement à un établissement. C'est parce que on connaît l'établissement d'à côté, on sait qu'il y a un directeur de qualité, qu'il y a un personnel de qualité, qu'il y a des infrastructures à la hauteur de ce qu'on attend. Donc on est vraiment allé dans cette opération de transparence, chercher dans ces fondamentaux-là pour rebâtir la confiance là où elle est, où elle trouve son terreau et son fondement. Mais vous dire qu'une opération comme celle-là suffira, ce serait évidemment vous mentir, et qu'il va falloir poursuivre ce type d'opération. On en a parlé déjà avec Florence, et avec cette idée de pouvoir réitérer sur l'automne. Ce sera 2 fois par an, hein. L'idée c'est de faire 2 fois par an. Exactement. Mais je vous dirais que la transparence, et j'y reviendrai après, mais c'est le premier axe sur lequel vous pouvez recréer un alignement avec les Français. Mais ça ne va pas empêcher les images faussées, les caricatures, les idées reçues, parce que le sujet est trop profond maintenant. Donc il va falloir, et c'est là qu'on en vient à notre sujet de charte d'engagement, on a besoin d'un cadre pour garantir justement cette sécurité, cette transparence et cette cohérence. Et finalement, ce cadre, il se matérialise là où on était, je vous le disais, dans quelque chose, on voulait invisibiliser, mettre de côté nos aînés dépendants. Maintenant, on a besoin de le formaliser, de le rendre visible, tangible. Et c'est là que la charte d'engagement joue tout son rôle, parce qu'on est, maintenant, on n'est plus dans le non-dit, on est dans le concret. Alors les EHPAD dont on a vu des photos, hein, c'est le Château à Aubagne et Marion de Givry à Nevers. Je ne sais pas s'ils sont là, mais ils sont là, là-bas. Aubagne, Nevers, Nevers et Aubagne là-bas. Très bien, parfait, on vous salue. Florence, donc la charte, c'est un élément du plan de sortie de crise. Oui, c'est un élément du plan de sortie de crise. Alors quand ça arrive fin janvier, on n'est pas du tout initialement dans ce type. Alors c'est vraiment des idées que les administrateurs, que les membres du bureau ont proposées. Nous, équipe du CINERPA, on n'avait jamais eu. Alors je dis jamais et en fait pas tout à fait. C'est vrai qu'au moment de la campagne de communication C'est la vie que nous avions créée en 2019, on avait eu l'idée en même temps de créer une charte d'engagement. Nous nous étions mis autour de la table, nous avions tenté, nous avions essayé, et puis il n'y avait pas eu de crise, donc on n'avait pas réussi. Et puis après on est passé à autre chose parce qu'il y a eu le Covid qui nous a juste un petit peu empêché d'agir. Donc c'était déjà quand même quelque chose que nous avions dans l'idée avant la crise quand même. À notre décharge, nous avions déjà pensé à créer une charte d'engagement sectorielle sans aboutir. Évidemment, nous sommes, à mon avis, à cette heure aujourd'hui, exactement au point où faisons de cette crise une opportunité. C'est un peu l'enjeu. Et donc, voilà, une fois qu'on est au fond du trou, il faut trouver tous les outils possibles pour en ressortir. Je rends hommage à Elisabeth Laville, à Coralie Saint-Vin, qui ont été à notre chevet, littéralement à notre chevet, en fait, parce que je pleurais encore beaucoup. Quand de toutes les réunions, je pleurais. Donc c'était difficile de me comprendre. Mais elles ont été là, elles nous ont parlé, accompagné, écouté. On travaille très bien avec l'agence Utopie. On a effectivement mis un copil en place au niveau du bureau pour suivre la réalisation de cette charte. C'est un travail exigeant que nous commençons depuis mi-avril. Les parties prenantes externes ont été sélectionnées. Ce sont à la fois les associations de familles, des parlementaires de tous bords, ce sont des autorités, ce sont des ARS, la CNSA. Donc on a sélectionné des parties prenantes externes, des entreprises qui sont entreprises à mission mais qui ne sont pas dans le secteur. Donc on a essayé d'aller chercher un peu partout, et je crois que vraiment cette vertu de la crise-là, à ce moment-là, aller chercher ailleurs des gens qui ne sont pas du tout impactés émotionnellement
professionnellement comme nous pouvions l'être, a été véritablement un soulagement et ça a été une vertu de nous remettre vraiment debout. Donc ce travail maintenant, c'est avec énergie, ambition qu'on le mène. On est très bien accompagné. On a créé une V0 avec déjà des premières pistes de travail. J'en ai parlé. On réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en tant que secteur professionnel pour moderniser encore une fois nos dispositifs d'alerte interne. Pourquoi ne pas travailler en tant que profession sur ces outils-là. Donc on avait commencé un petit peu avec le médiateur, mais c'est encore trop peu. Il faut aller plus loin. Donc on réfléchit à toutes les pistes possibles et nous allons écouter les adhérents tout l'été. On vous préviendra, mais évidemment des webinaires vont avoir lieu pour voilà, justement pour que ce soit accessible, mais un petit peu au-dessus de l'accessible. Mais alors, qu'on comprenne bien, il y a la charte d'engagement sectoriel et il y a une charte éthique et déontologique, celle-là qui est à usage interne. Oui, c'est une charte voilà, comment être adhérent dans le monde d'aujourd'hui, et aussi pour le SINERPA. C'est vrai que le SINERPA, c'est un syndicat professionnel, ça, en France, c'est un statut particulier qui naît habituellement pour la défense des intérêts de ses membres, d'une profession dans son ensemble. Aujourd'hui et au XXIe siècle, on ne peut plus avoir uniquement ces objectifs. Donc il faut que nous réaffichions au frontispice des statuts du SINERPA les valeurs et les principes qui doivent nous, de transparence, d'éthique, mais aussi de dignité, de bienveillance, qui doivent nous guider dans l'action. Et tous les adhérents le savent, de toute façon, on le sait, on le fait au quotidien. Donc on le sait, il faut l'écrire, il faut le respecter, il faut donner au SINERPA la possibilité de le faire vivre. Donc oui, il y aura 2 chartes complémentaires. Bien. Cela étant dit, Daphna Mouchenik, on tenait à vous avoir dans cette table ronde, Daphna, parce que, alors vous, je le disais, vous dirigez Logivitae, entreprise d'aide et d'accompagnement à domicile, c'est à Paris, et elle est un peu particulière, votre entreprise, parce que c'est une entreprise ESUS, donc c'est un statut, ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, mais encore. Qu'est-ce que ça a de particulier d'être une entreprise ESUS ? Bonjour, je suis vraiment très très contente de venir vous parler de cette spécificité-là. ESUS, c'est une entreprise d'utilité sociale et en fait, je pense que tous, autant que nous sommes ici, nous sommes dans nos maisons tous d'utilité sociale et pour avoir cette reconnaissance d'ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, il faut répondre en plus à 3 conditions qui sont une lucrativité maîtrisée, une gouvernance partagée et un écart de salaire raisonné. Donc voilà. Là, on est dans l'engagement. C'est une forme d'engagement. Oui, enfin, j'ai envie de dire que, en tout cas, moi, d'être chef d'entreprise, c'est mon engagement social aussi. On parlait ce matin la philosophe racontait qu'en fait on pouvait pas être dans des cases, qu'on était, voilà, on est dans une société en mutation et aujourd'hui on peut pas dire j'ai une casquette de chef d'entreprise, j'ai une casquette de directeur de service, voilà, tout se mélange et on y apporte nos valeurs, on y apporte nos convictions, on y apporte notre petite pierre à l'édifice par rapport au changement de la société, aux questions climatiques. Enfin, je veux dire, chacun à notre niveau. Alors moi, j'ai eu envie de l'officialiser en ayant ce statut d'ESUS, en posant clairement le fait que je respectais ces règles-là. Mais qu'est-ce que ça change au quotidien ? Alors, moi, je suis travailleur social de formation. J'étais dans la fonction publique territoriale avant de devenir chef d'entreprise. Et puis, un peu naïvement, je me dis, tiens, je vais monter mon service d'aide à domicile il y a 15 ans. Et d'un seul coup, j'ai eu un truc comme ça qui m'est tombé dessus. On m'a dit, ah, mais t'as un but lucratif. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens racontent, quoi ? J'avais créé une SARL et on m'expliquait que mon SARL, sa finalité, c'était de faire de l'argent. Et parce que j'étais pas associatif, parce qu'on est encore dans ce monde-là en France où si on n'est pas associatif, notre seul moteur, c'est de dégager du profit pour soi-même. Et donc c'est tout à fait faux. On n'est pas dans cette caricature-là. Voilà, quels que soient nos statuts. Et donc moi j'avais essayé, parce qu'ESUS à ce moment-là, en 2007, n'existait pas, de fixer des règles qui me semblaient correspondre à ce que je pensais
que devait être l'entreprise que je créais, qui devait être une entreprise d'abord et avant tout au service de la population, des personnes les plus fragiles qui souhaitaient vivre dans les meilleures conditions possibles chez elles. Donc voilà. Et puis après, m'assurer qu'il y ait quand même une forme de, enfin pas une forme, de la justice sociale pour les gens qui allaient travailler à mes côtés, que j'allais être la gouvernance participative, c'est aussi être complètement transparente sur la réalité de l'entreprise, sur les dépenses, sur comment on utilise les financements, sur comment, voilà, tout ça c'est à la fois de la transparence et puis à la fois associer les gens pour qui nous travaillons, les gens âgés, les gens en situation de handicap, les personnes qui travaillent auprès d'eux, à ce que la mission de ce petit service... Et comment vous faites justement pour faire adhérer vos collaborateurs aux engagements et aux valeurs que vous défendez? Mais en fait, ça, j'ai envie de vous dire que c'est... Je ne vais pas dire que c'est hyper facile, mais c'est tellement enthousiasmant quand on dit, moi, j'ai pas envie de diriger toute seule. En plus, je me suis improvisée chef d'entreprise. Je sais pas toujours ce qui a lieu de faire. Venez, on réfléchit ensemble. Je vous donne les infos et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Enfin voilà. Donc après, c'est de l'organisation, c'est comment on communique le plus possible. Et je trouve qu'on a un rôle pédagogique important à mener en direction, par exemple, de salariés. Dans les services d'aide à domicile, elles ont tout entendu qu'on était passé à 22 €. Elles savent bien ce qu'elles ont, elles, dans leur poche à la fin du mois en net. Enfin, voilà, de l'heure. Et donc, du coup, il faut expliquer qu'en réalité, il n'y a pas 8-9 € de l'heure qu'elles ont en net dans leur poche. Et puis la différence, ça va à l'entreprise. Enfin voilà, donc du coup, il faut accompagner, expliquer, dire voilà. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de fonctionner comme ça. Et je trouve que ça donne beaucoup de sens, à la fois pour les personnes qu'on accompagne, on leur explique comment on le fait, pourquoi les conditions. Vous disiez qu'il fallait mettre, c'était vous, qu'il fallait mettre d'abord en avant les difficultés et les limites du système. Bah oui, aujourd'hui, on est dans une réalité, on fait pas ce qu'on veut. Moi, je peux pas payer 2000 € net une salariée et pourtant j'aimerais. On est dans un cadre contraint, mais on a quand même des petits leviers, une possibilité de faire mieux. Moi, je trouve, donc, je suis travailleur social de formation et je n'ai jamais eu autant de petits leviers à ma disposition pour faire mieux qu'en étant employeur, qu'en étant chef d'entreprise. Je trouve que de devenir entrepreneur, c'est une formidable forme d'engagement et d'engagement au service de la société. Vous écrivez dans votre livre, car vous avez écrit, c'est pas le premier, La vie chez soi, petit récit et réflexion engagée sur le soutien à domicile en France. Voilà, avec cette jolie dame en couverture. Vous écrivez « Mon entreprise, une utopie réaliste ». Bah oui, mais je crois que voilà, moi je l'ai formalisé, mais pour en échanger assez régulièrement avec mes camarades directeurs de services d'aide à domicile, je crois que tous dans notre coin, on essaye de faire au mieux avec la réalité et de faire qu'elle soit quand même plus juste dans nos services qu'elle ne l'est dans la vie. Moi, je peux pas changer le monde. Nous tous là, on peut pas changer le monde, mais on peut changer ce qui nous entoure et ce sur quoi on a un pouvoir de change, un pouvoir de décision. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Elisabeth Laville, quel regard vous portez sur ce statut particulier? Je porte un regard d'autant plus bienveillant que nous sommes chez Utopie également ESUS et Société à Mission. On a 50% d'ESUS là. C'est ça. Non, je pense que c'est une façon de s'obliger soi-même à faire ce qu'on dit qu'on veut faire. Mais d'une certaine façon, moi j'ai créé Utopie il y a 30 ans, on est devenu Bicorp en 2014, Société à Mission en 2020, donc c'est dans le prolongement de ce qu'on a toujours raconté, mais le fait, même chez nous, de le mettre dans les statuts, ça le rend opposable à tout le monde, y compris aux équipes, ça l'ancre encore plus fortement dans l'ADN, et ça devient une source une source de motivation collective, une source d'innovation, ça nous pousse à pas trop nous reposer sur nos lauriers, quels que soient les lauriers et quel que soit le secteur. Ça nous pousse en permanence à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour incarner encore plus ce modèle
un peu différent, plus humaniste, plus engagé, plus écologique selon les sujets. Donc non, je pense que c'est vraiment le sujet de la société à mission, c'est le sujet de Bicorp, c'est le sujet d'une charte d'engagement. C'est quoi le chemin de la transformation ? C'est pas facile en fait de se transformer et l'être humain aime pas trop ça en fait quand ça marche à peu près. Bon, c'est la vertu des crises, hein, c'est ce que disait Florence aussi. On sait très bien tous les sociologues, psychologues qui ont théorisé le point de bascule, on sait que dans les étapes qui mènent à un point de bascule, la dernière c'est toujours une crise. Donc sur le coup c'est pas forcément facile à vivre, mais peut-être des années après on se dit mais en fait heureusement qu'il s'est passé ça parce que finalement ça nous a transformés pour le mieux au-delà de ce qu'on aurait franchement fait s'il n'y avait pas eu la crise. Alors, Coralie, je reviens à vous et à la charte, à proprement parler, la charte d'engagement sectoriel. Comment éviter d'être accusé de faire de la com? Bon, dans le domaine environnemental, il y a des entreprises qui font du greenwashing, on se reverdit à peu de frais. Comment, là, en l'occurrence avec cette charte, ne pas être accusé de faire de la com, de se redonner une virginité à peu de frais? Alors évidemment, quand on va présenter la charte à l'automne, ça ne peut pas être un coup. On ne peut pas publier notre charte et dire bon bah super, ça y est, et on revient comme en 40. C'est comme le dit Elisabeth, c'est un processus. Ça va être aussi cette démarche avec vos parties prenantes de rendez-vous réguliers pour faire acte, pour montrer les points de progression, les points d'avancement, les points de blocage aussi, parce que ça se partage en termes de communication. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce que ça ne dépend pas de nous, parce qu'on a besoin du régulateur, parce qu'on a besoin d'autres forces vives. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant dans cette charte, c'est qu'elle va engager à tous les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire du plus bas jusqu'au centre de décision. Et ça, c'est un des points d'ailleurs qui est ressorti également dans cette crise de confiance. Elle se fait avec vos parties prenantes, et donc ça, c'est un gage sur lequel il faudra continuer à entretenir cette relation-là avec eux, et dans la communication, pouvoir faire appel à eux également, pour témoigner, pour vous challenger, pour vous montrer les impacts positifs comme négatifs. Et elle va vous faire passer aussi, moi j'aime bien la notion d'engagement à double titre, parce que elle vous fait passer du défensif. Bon, on est obligé de le faire, de se donner des principes d'éthique, des règles de conduite déontologiques, mais quand vous parlez d'engagement, vous êtes vraiment dans quels sont mes impacts positifs. Et ça, du point de vue de la communication, c'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir, nous, dans cette période actuelle, travailler sur autre chose que de la défense et de la réaction par rapport aux accusations qu'on peut vivre. Et puis en plus, la connotation d'engagement, elle dit quelque chose de très sociétal, et il se trouve que là, vous êtes dans une crise qui est extrêmement sociétale. Donc ça va être un élément fondateur. Donc voilà, donc pas un coup, c'est un acte fondateur, c'est un process, c'est un chemin, et quelque part, c'est la condition de votre droit à opérer, parce que finalement, tout ce que ça a révélé, c'est la mission profondément publique et collective que vous menez. Donc, pour pouvoir la mener, il y a ce droit à opérer qu'il faut négocier, et quelque part, la charte vient le tangibiliser. Maintenant, il y aura aussi, autour de cette charte, ce temps aussi de communication, parce qu'il va falloir refonder un récit autour de votre proposition de valeur, parce que, voilà, comme vous le disiez, la crise, ça amène un moment de bascule, et il faut réécrire le récit de la suite de cette bascule. Et quelque chose me dit que nous en parlerons demain matin, d'ailleurs, plus dans le détail. Florence, Coralie disait tout à l'heure, la confiance, ça se perd par litre, et ça se regagne au goutte à goutte. On a bien compris que c'était un travail de longue haleine. Oui, ben oui, et nous sommes prêts à le mener. Nous avons encore une fois ouvert multiples chantiers qui vont, nous l'espérons, avoir des impacts positifs. Je rappelle, pour ceux qui peut-être nous ont rejoints dans les dernières années, ce qui n'est pas mon cas maintenant, mais les EHPAD ont déjà traversé des moments où il a fallu aller au-delà d'eux-mêmes. Ça a été le cas au tout début des années 2000, quand il a fallu tout casser et tout reconstruire. C'était le cas quand on est arrivé dans le secteur. C'était vraiment un secteur qui était un peu en déshérence, et nous avons contribué massivement à tout casser pour reconstruire.
Nous avons aussi eu la crise terrible de la canicule en 2003, où il a fallu encore être au-delà de nous-mêmes et se transformer profondément. Là, il y a eu la crise Covid, effectivement, où on s'est tous dit à un moment donné, mais on n'y arrivera jamais, comment va-t-on faire? Et puis finalement, on a réussi à trouver l'énergie pour le faire. Donc moi, j'y vois vraiment une opportunité. Je suis sûre que les adhérents auront l'énergie, ils ne le savent pas encore, mais on va leur montrer qu'ils l'ont. Et puis, je crois que c'est aussi une nouvelle conception de l'entreprise, plus 21e siècle. Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 80, j'avais des yeux admiratifs vis-à-vis de mon patron, parce que je trouvais que, qu'un patron, à la base, c'est un homme ou une femme, mais qui a décidé d'y aller. Pendant que le salarié, il y va pas, lui, il y va quand même, il se dit, ah ouais, mais j'aimerais bien y aller, mais je suis pas sûr. Hein. Et mais il y en a qui y vont, qui lâchent tout, qui cherchent l'argent, qui ont des idées, qui se cassent la gueule, puis qui recommencent, puis qui se recassent la gueule, et puis qui recommencent comme une énergie folle. Moi, c'est ça qui m'a impressionné chez ceux qui ont monté leur entreprise. Moi, j'ai pas voulu ça, j'ai jamais voulu, je préfère, j'ai pas eu envie de ça, parce que je trouve que c'est une énergie terrible qu'il faut donner, même si j'en ai beaucoup, c'est pas celle-là que j'ai eu envie de fournir, et je toujours trouvé très remarquable cette énergie, et c'est ce qui m'a fait travailler dans un syndicat professionnel. C'est pour ça que j'y prends beaucoup de plaisir. Mais aujourd'hui, on passe au 21e siècle. L'entreprise dans notre secteur aussi s'est transformée. Nous avions beaucoup d'entrepreneurs tout seuls dans les années 80. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est des groupes internationaux, mondiaux, qui sont solides. Et donc oui, l'entreprise change. Il faut qu'elle s'horizontalise et il faut qu'elle prenne en compte sa responsabilité. Nous en parlerons d'ailleurs demain avec Jacques Lecomte, puisque lui c'était l'écrivain de l'entreprise humaine, plus citoyenne également. Donc c'est vraiment l'enjeu de ce congrès, se dire que c'est possible. C'est possible. Elisabeth, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, peut-être juste sur le risque d'impact washing ou de social washing ou je ne sais quoi. Il y a la même chose sur les chartes d'engagement que ce qu'on voit sur le sujet de la raison d'être des entreprises. Il y a à la fois besoin, il ne faut pas sous-estimer le besoin de communication et jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a le besoin, Coralie l'a dit, de nouveaux récits. Quand on voit même sur la crise écologique, Cyril Dion a annoncé ici même il y a quelques jours / semaines la création d'une nouvelle société de production qui vise à produire des nouveaux récits, parce qu'on sait que c'est des récits qui aident à se transformer. Donc il faut la communication et le cap et raconter ce nouveau cap qu'on se fixe. En revanche, on sait derrière, et si on regarde la société à mission, on voit très bien quels sont les points d'acupuncture qui permettent de faire que la raison d'être soit aussi et avant tout une raison d'agir. Sinon, même si c'est joliment dit, c'est du blabla et ça entraîne pas. Donc pour que ça entraîne, on sait qu'il faut agir sur la gouvernance, c'est-à-dire que les grands principes qu'on met ou le cap qu'on met dans la raison d'être ou dans la charte d'engagement, ça doit se voir, ça doit affecter la gouvernance, la façon dont les décisions sont prises, ça doit affecter un certain nombre de domaines de pratiques, les objectifs statutaires dans la société à mission, tout ça, ça doit être mesurable. C'est pas on va essayer on va favoriser, on va encourager, on va privilégier, ça se mesure pas. Il faut qu'on puisse mesurer la performance et il faut qu'on puisse potentiellement transformer l'offre. Il faut que ça se voit quand même. Il faut que ça transforme l'offre, transforme le quotidien, en l'occurrence, j'imagine, des établissements, que ça transforme le modèle économique. Souvent, on a un cœur du réacteur, entre guillemets, qui est le modèle économique. Si, on voit bien ça sur le climat, si la croissance des organisations va de pair avec une croissance des impacts écologiques, ça marche pas puisqu'on veut faire croître l'un et décroître l'autre. Donc, souvent, il va falloir aussi s'attaquer au modèle économique des établissements qui sont différents selon qu'ils sont ESUS ou pas, petits ou gros, etc. Et puis, évidemment, la mesure, la transparence, le dialogue, on l'a dit, mais c'est vraiment, on y revient toujours parce que ça boucle la boucle et ça permet de réactiver en continu le récit, l'innovation, le changement des pratiques, le changement de l'offre, etc. Très bien. Mais dites-moi, Daphna, avant que je ne vous libère, fallait-il être entreprise ESUS pour être invité à l'investiture du président de la République? Parce que je vous ai vu magnifique à cette investiture. C'est parce que vous êtes dans le social? Non, c'est parce qu'à mon avis, je l'espère, il avait à cœur de reconnaître le travail effectué par l'ensemble des professionnels du secteur. Et en ma personne, j'ai eu l'immense honneur de vous représenter, mais ce n'était pas moi qui étais invitée, c'était vous. Vous devriez faire de la communication, Daphna. Bravo. Mesdames, merci. Je vous laisse regagner la salle et on vous applaudit.